Est-ce que vous sauriez distinguer une personne extrêmement intelligente d'une personne intelligente? La réalité, c'est que vous n'en seriez pas capable. Pourquoi? T'as probablement déjà croisé quelqu'un que tout le monde prenait pour un fou. Quelqu'un dont les idées semblaient complètement déconnectées de la réalité. Et si c'était l'inverse? Et si le problème c'était pas eux, mais que leur intelligence était tellement au-dessus qu'on pouvait littéralement pas l'apercevoir? L'échelle qu'on utilise pour mesurer l'intelligence, le QI, devient de plus en plus floue, au-delà de 160. Personne n'a jamais vraiment mesuré à quoi ressemblaient ceux qui se trouvaient bien au-delà. L'échelle de l'intelligence s'auto-sabote là où ça devient intéressant. C'est fort quand même. Mais ce que cet outil ne peut pas atteindre, c'est peut-être la chose la plus fascinante qui existe. Bon. Le QI, ça existe depuis 1904 et c'était utilisé à l'époque non pas pour calculer la taille de votre gros cerveau, mais pour identifier les enfants qui avaient besoin de soutien scolaire. Depuis, ça a bien évolué et on y calcule beaucoup plus de choses. Concrètement, votre raisonnement logique. Si tous les chiens sont roses et que Simba est un chien, alors Simba est rose. Facile pour vous, beaucoup moins pour un gosse de 4 ans. Votre mémoire de travail. Retenez ces chiffres. Vous en souvenez maintenant? Votre vitesse de traitement de l'information. Combien de temps vous mettez à cliquer quand le rouge devient vert? Votre compréhension verbale. Juste comprendre des phrases, des mots et des sens. Et pour finir, votre raisonnement spatial. Voilà un meuble Ikea. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer ce meuble assemblé? La moyenne est fixée à 100 de QI. Cette valeur, on l'a choisie. C'est un comité qui dit « Voilà, c'est comme ça ». Le score se distribue en courbe de Gauss. Si 100 personnes regardent cette vidéo, 68 se trouvent entre 85 et 115 de QI. 95 personnes seraient entre 70 et 130. Au-delà de 130, vous n'êtes plus que 2. Au-delà de 145, vous êtes 0,1. Ce qui est impossible, il faudrait que 1000 personnes regardent cette vidéo pour qu'on ait théoriquement un seul gars à 145. Ce qui représente seulement 79 000 personnes en France, soit un stade de France au complet, pour toute la population française. C'est minuscule. Le test est recalibré régulièrement sur un échantillon de la population, ce qui veut dire que 100 points de QI aujourd'hui, c'est pas du tout équivalent à 100 points de QI en 1950. Et ça, c'est James Flynn qui l'a remarqué en 1980. La population mondiale devient globalement plus intelligente génération après génération. C'est de l'ordre d'environ 3 points de QI par décennie. Résultat, un mec avec 100 de QI aujourd'hui aurait probablement eu 115 de QI en 1950. Et au final, ça nous donne de plus en plus l'impression que le QI en lui-même est quelque chose ne voulant pas dire grand-chose. En 1983, Howard Gardner a proposé une théorie selon laquelle il existait plusieurs types d'intelligence totalement distincts. Et le QI n'en représente qu'une petite fraction. Ne pas savoir résoudre 8 x 7 de tête ne fait pas de vous quelqu'un de bête. Et moi le premier, je connais pas non plus parfaitement mes tables de multiplication. Alors quel crédit donne-t-on à une échelle qui ne couvre qu'une petite partie de notre intelligence? En bas de l'échelle, en dessous de 70, on parle de déficient intellectuel. C'est mieux documenté parce que c'est plus facile d'arriver à 70 de QI qu'à 145. Logique. Mais en haut, au-delà de 150 de QI, l'outil devient de plus en plus imprécis. Et c'est normal, les questions sont conçues pour différencier les gens dans la zone normale. À des niveaux extrêmes, les questions deviennent toutes trop faciles. Le test ne voit plus de différence. Si à partir de 160 de QI, toutes les réponses deviennent trop faciles, dans ce cas-là, quelqu'un à 170, 180, 200 aura donc les mêmes bonnes réponses qu'un homme à 160. On ne peut plus les différencier. Et vous allez me dire, c'est simple, créons des tests pour les personnes à plus de 160. Sauf que pour créer un test pour ces personnes, il nous faut justement ces personnes qui dépassent 160 pour le créer. Et comment on sait si ces personnes dépassent 160? On sait pas, parce qu'on n'a pas de test 100% fiable pour les détecter. C'est l'œuf et la poule. On tourne en rond et on ne peut pas en
sortir. Et désolé de vous décevoir, mais ces vidéos YouTube qu'on a tous déjà vues sur les plus gros QI de l'histoire, où ça peut monter à plus de 200, 300 certaines fois, bah c'est à 95% faux. Certains tests vont théoriquement jusqu'à 210, mais c'est très contestable faute de sujet pour les vérifier. Vous vous doutez qu'il y a très peu de personnes à 210 de QI sur cette terre. Donc on a un outil de plus en plus flou au-delà de 160, un outil qui ne peut pas mesurer ce qu'il y a au-dessus. Ce qui veut dire qu'on n'a jamais vraiment su ce dont un vrai génie était capable. Alors posons une question que personne ne peut répondre officiellement. À quoi ressemble une intelligence qu'aucun test ne peut atteindre? Autour de 160-180, on est encore dans le territoire reconnaissable. La personne pense plus vite, elle voit des connexions entre des domaines que les autres ne relient pas, comme Newton qui relie la chute d'une pomme à l'orbite de la Lune. Il faut soit être fou, soit être un génie fou pour être persuadé que ça a un lien dans un monde où l'on ne connaissait rien de la gravité. Nikola Tesla créait des machines dans sa tête, les faisait fonctionner et trouvait leurs points faibles pour les améliorer. Le tout sans qu'il sache expliquer ça aux autres ingénieurs, qu'il prenait pour un fou. Et pourtant, il avait quasiment toujours vu juste. Ces personnes s'ennuient vite et ont du mal à communiquer parce qu'elles sautent des étapes que les autres ne voient pas. Autour de 200-250 de QI, on commence à quitter le territoire reconnaissable et mesurable. C'est probablement pas juste plus rapide, c'est une façon différente de structurer la réalité. Pour vous, 2 plus 2 est égal à 4. C'est une évidence, pas besoin de calculer, vous sauriez me répondre du tac au tac. 5 plus 5, 10. Vous voyez? Vous savez le faire instantanément. Maintenant, imaginez que des équations complexes, des problèmes philosophiques, des connexions entre plusieurs domaines leur fassent l'effet de 2 plus 2 est égal à 4. Pas de calcul, juste un ressenti, un feeling, une évidence. On parle plus de logique à ce stade. C'est une intuition pure sur toutes les choses qui nous entourent. La vraie différence, c'est que leur cerveau a transformé en instinct ce qui est pour nous un effort de calcul. À ce stade, la communication devient un vrai problème. Et c'est pas par arrogance, mais parce que les raccourcis mentaux naturels pour ces personnes n'ont pas d'équivalent dans le langage commun. Au-delà de 300, on heurte probablement les limites physiques du cerveau humain. Comme vouloir faire tourner GTA sur votre calculette Casio du collège. Ça représenterait une énorme quantité d'informations dans une calculette qui ne pourrait assimiler qu'un 10 millième de ça. Malgré tout, votre vitesse de transmission neuronale, capacité de mémoire de travail serait tétanisante. On peut imaginer qu'il serait possible de réagir en 20 millisecondes, aussi vite qu'un chat, ce qui est 10 fois plus rapide que la moyenne humaine qui est entre 150 et 300 millisecondes. Il serait probablement possible de nous afficher une suite de 40 chiffres à l'écran, le temps de 3 petites secondes, et de s'en souvenir parfaitement. Une semaine d'apprentissage intensif nous suffirait là où il faudrait 10 années de maîtrise dans un domaine. Il n'y aurait plus de limite sur ce que vous souhaiteriez accomplir. Mais la lourde contrepartie, c'est que vous serez le seul dans votre genre, et une solitude existentielle vous pèsera tout au long de votre vie. La limite théorique n'est peut-être pas physique, mais communicationnelle. À un certain niveau d'intelligence, au-delà de 300, la pensée d'un homme devient tellement étrangère qu'elle n'est plus partageable. Comme essayer d'expliquer la couleur rouge à quelqu'un né aveugle. Et ça pose une question encore plus forte. Qui nous dit que ces gens qu'on prend pour des fous sur internet ou dans la vraie vie auraient en fait une longueur d'avance inimaginable sur nous? Une vision que nous n'effleurerons jamais de notre vie.